Monsieur le responsable des élections, Mr. Chief Operating Officer, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Madame la Chancelière, Madame la Directrice de l'Institut des Hautes Études internationales et du Développement, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, quel plaisir de vous retrouver ce soir en présence. Quel bonheur aussi de pouvoir vous accueillir dans un auditoire presque plein, mais aussi quel honneur de pouvoir vous recevoir à distance pour toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. La vie universitaire reprend pleinement ses droits, comme en témoigne la richesse des événements prévus pour cet automne à l'Université de Genève, même si ces activités restent encore et toujours conditionnées par la pandémie. La conférence que vous aurez le plaisir de suivre ce soir s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de la démocratie, qui a commencé en fait le 2 octobre et qui se poursuivra jusqu'au 9 octobre. Elle est le fruit d'une collaboration entre des partenaires gouvernementaux, notamment la Chancellerie d'État, des partenaires académiques, l'Université de Genève, mais aussi l'Institut des Hautes Études internationales, avec lequel nous collaborons intensément, des partenaires communaux, dont la ville de Genève, culturels, associatifs et du monde des fondations, ainsi que de la Genève internationale. Pour ouvrir cette semaine consacrée à la démocratie, nous avons le plaisir, le privilège de recevoir cette année M. Gabriel Sterling, qui nous expliquera comment il en est venu personnellement à s'élever contre le pouvoir établi et les pressions exercées par le président Trump lui-même pour défendre non seulement les institutions démocratiques, mais aussi la confiance dans la démocratie elle-même. Et je rappelais tout à l'heure à M. Sterling à quel point les réseaux sociaux, à quel point aussi l'ensemble des médias en Suisse et en Europe ont répercuté la prise de position qu'il avait eue à ce moment-là. Vous l'avez compris, pour sauver la démocratie, il nous faut un engagement collectif, des réflexions sur le rôle des institutions, mais il nous faut aussi des engagements individuels. M. Sterling fait partie de ces hommes et de ces femmes qui, par leur engagement personnel, au-delà de leur position partisane, se sont levés pour sauver les instruments de la démocratie. On oublie trop souvent, parce que ces bénéfices sont parfois trop intangibles, que la formation est le ferment de la cohésion sociale, un vecteur de démocratie et le meilleur rempart fondamentalement contre toute forme de totalitarisme ou de fanatisme. Pour paraphraser ce qu'Abraham Lincoln avait dit, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. La récente pandémie a aussi permis de mettre en évidence l'importance de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pour nos sociétés. C'est une opportunité pour nos hautes écoles et leur expertise, mais c'est aussi un risque en termes de leur indépendance à une période marquée par ce que l'OMS a qualifié comme une infodémie. Le débat scientifique n'est plus seulement lieu dans les tours d'ivoire. Avec la multiplication des canaux d'information, on expérimente un flux continu et une surabondance d'informations plus ou moins fiables. Chacun prétend être expert et les fake news se répandent plus vite et plus facilement que le virus, tout en étant aussi dangereux. L'attention plutôt que l'information ou la connaissance est devenue finalement le facteur prépondérant conduisant à ce qu'on peut appeler une économie de l'attention ou la recherche de clics sur les réseaux sociaux. Pour surmonter ces défis et sauver la démocratie et ses fondements, il faut améliorer le dialogue entre les scientifiques et la société, bâtir des plateformes multi-institutionnelles et multidisciplinaires et professionnaliser aussi le transfert de l'expertise. Qu'il me soit permis ici de mentionner quelques initiatives qui précisément contribuent à instaurer ces plateformes interdisciplinaires et interinstitutionnelles au service de la société et de la démocratie. Plusieurs de ces plateformes, d'ailleurs, ont été construites avec l'Institut IHEID, et j'aimerais ici les mentionner. Tout d'abord, la plateforme Avis d'experts, qui est une plateforme de l'ensemble des expertises de la francophonie, notamment en Suisse, Suisse romande, avec l'ensemble des experts qui mettent effectivement sur cette plateforme Avis d'experts leurs avis et qui permettent effectivement aux journalistes d'avoir accès à cette expertise. Le Geneva Science Policy Interface et le GESDA, le Geneva Science Diplomacy Anticipator, dont il y aura un événement d'ailleurs en fin de semaine, sont aussi deux plateformes qui ont pour volonté d'établir des liens et des relations avec la Genève internationale, de manière effectivement à apporter cette expertise qui existe dans nos institutions et pouvoir aussi anticiper les développements futurs pour la Genève internationale. Les ScienceCoop, dont on aura aussi l'occasion de célébrer demain la réunion, c'est aussi des
plateformes qui permettent à des jeunes de tous âges, finalement, de pouvoir venir se confronter à la manière dont la science s'est élaborée, est effectuée. Je crois que c'est aussi une de nos missions à l'Université de Genève. Et puis finalement, vous le savez, la Task Force nationale Covid-19, dans laquelle plusieurs de nos experts, et notamment 9 personnes de notre Université de Genève, ont pu intensément collaborer. Comme toutes les années, désormais, l'Université de Genève s'implique fortement dans la Semaine de la démocratie. Cette année, elle le fera encore, et notamment à travers différentes conférences sur des thématiques très variées. Tout d'abord, les sociétés civiles face à la transition démocratique de l'Espagne au Kosovo, qui a été organisée en fait ce matin même. Si vous étiez intéressé, c'est un peu trop tard, mais enfin je vous le signale quand même, par la Maison de l'Histoire. Deuxième événement, qui a peur de la démocratie faite par un tirage au sort? C'est aussi une question intéressante. Et c'est un projet de recherche qui est mené par un de nos professeurs, Nenad Stojanovic, et c'est aussi une manière de faire qu'on a mis en œuvre pour notre future accréditation. On a tiré au sort les personnes qui vont participer et rencontrer les experts pour cette accréditation. Finalement, quel rôle donner à l'intelligence artificielle dans la démocratie lors de la prochaine table ronde qui aura lieu ce jeudi 7 octobre, et je vous invite à y participer, nombreuses et nombreux. Voilà, je n'irai pas plus loin dans ces descriptions, mais je vous remercie d'être avec nous ce soir, et sans plus tarder, je passe la parole à Anna Marighetti, la chancelière d'État. Merci beaucoup d'être avec nous, et très bonne soirée à vous toutes et tous. Alors, Monsieur le recteur, ayant déjà fait les salutations protocolaires, vous me laisserez ne pas les renouveler ce soir. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Monsieur le responsable des élections, Mr. Chief Operating Officer, as we are just minutes away. Nous sommes à quelques minutes de l'un des événements majeurs de la Semaine de la démocratie, et c'est donc un plaisir que d'être avec vous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous pour votre présence ici et en ligne, et j'aimerais souhaiter une bienvenue particulièrement cordiale à M. Gabriel Sterling, qui a accepté de venir nous parler de son expérience, ce qui est un don absolument remarquable et fantastique. C'est aller trop loin, et cela doit cesser. Quelqu'un va se faire mal, quelqu'un va se faire abattre, quelqu'un va se faire tuer, cela doit cesser. L'allocution de M. Gabriel Sterling de décembre 2020. Je peux en prendre le pari qu'en novembre 2020, personne ici n'aurait connu le nom de Gabriel Sterling. Personne ici n'aurait reconnu son visage. Aujourd'hui, et je crois qu'il est un des premiers surpris aussi, comme il l'a exprimé, tout le monde ici sait qui vous êtes, Gabriel Sterling. On se souvient de votre allocution puissante, dont je viens d'exprimer quelques extraits, de vos mots forts. J'ai moi-même regardé cette allocution en préparant cette conférence ce soir, et j'en ai été profondément ébranlée. Tous, nous nous souvenons de la dernière élection présidentielle américaine, des tentatives de déstabilisation, d'intimidation, des tentatives d'influence sur le résultat. Nous imaginons sans doute qu'en partie la pression sous laquelle vous avez dû travailler, vous et vos collaborateurs. Lors de la même allocution, vous parliez de menaces de mort, de menaces de violences sexuelles, de menaces physiques. Alors, Gabriel Sterling, vous vous êtes avancé face aux journalistes, face aux caméras, face au monde, en colère. Oui, vous étiez en colère. Vous avez publiquement blâmé le silence du président. Vous avez publiquement blâmé le silence des sénateurs républicains comme vous face à cette montée de l'intimidation, des menaces et des violences. Vous avez fait preuve de courage, et c'est le courage que je veux relever ce soir de mon intervention, car parfois nous l'oublions, le courage est nécessaire en démocratie, parce que nous la considérons comme acquise, à tort, trop vite et trop facilement. La démocratie, c'est faire vivre des élections libres et régulières. Oui, les élections sont la colonne vertébrale de la démocratie. Et chaque jour, croyez-moi, nous travaillons pour assurer aux citoyennes et aux citoyens que leur vote compte. Cela passe par des processus de sécurité complexes, par des contrôles continus, incessants, mais cela passe aussi par la confiance.
Or, comme vous le savez, la confiance se gagne en gouttes, mais se perd en litres. Internet attribue cette situation à Jean-Paul Sartre, mais les moteurs de recherche, aussi performants soient-ils, sont incapables de retrouver dans quelle œuvre elle se cache. Assez ironique. Lorsque des politiciens, des militants, des réseaux sèment le doute sur les institutions, évoquent des fraudes, font circuler de fausses informations, attaquent d'autres instances, la démocratie est en danger. Lorsque des élections libres et régulières, ainsi qu'une transition du pouvoir pacifique, ne sont plus garanties, la démocratie est en danger. Lorsque la polarisation devient trop forte, lorsque le discours joue sur les divisions, notamment de statut et d'origine, la démocratie est en danger. Lorsque des gouvernements démocratiquement élus bâillonnent les académiciens, mettent sous pression les journalistes, ciblent la société civile, bref, lorsqu'ils agissent de manière autoritaire, la démocratie est en danger. Ronald Reagan considérait la démocratie comme un système fort et résistant. Je crois, Monsieur Sterling, que vous l'avez qualifiée de résiliente. Monsieur Reagan disait ainsi « La démocratie, ce n'est pas une petite fleur fragile, mais c'est une fleur qui a besoin d'être cultivée. » La résilience aussi. Bien sûr, la démocratie a de multiples défis à relever, par exemple en termes d'efficacité, et je pense aussi beaucoup à la lutte contre les inégalités, au défi plutôt de la participation et d'engagement citoyen. Alors que l'intérêt pour la res publica décline, la confiance de la population pour les partis politiques et les politiciens décline avec lui. C'est alors que le populisme trouve un terreau fertile pour se développer. Democracy may not be perfect. La démocratie est loin d'être parfaite. C'est toujours... Elle est en constante évolution. Il nous faut continuer à défendre la démocratie comme vous l'avez fait, Monsieur Gabriel Sterling. Il faut le faire dans le champ de l'idéologie. C'est une mission quotidienne que de lutter contre la désinformation, les informations erronées pour nous faire entendre. Il est plus important que jamais de continuer à travailler afin d'informer et afin de faire participer les citoyens. Comme l'a dit Thomas Jefferson, le prix de la liberté, c'est une vigilance éternelle. Merci de votre attention. Merci de votre attention et une très belle soirée à vous. Merci. Chère Madame Righetti, merci de ce beau discours et je suivrai votre exemple. Je me passerai des remerciements et salutations protocolaires. Simplement, merci beaucoup, cher Yves, de nous accueillir ce soir. Monsieur Sterling, c'est un grand honneur de vous voir ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un vrai plaisir d'être présente ce soir et au nom du Graduate Institute, je souhaiterais vraiment exprimer tous nos remerciements à Madame Righetti, à Monsieur Ferraris et à toute l'équipe dont l'engagement fort permet pour la 7e fois cette année de faire vivre et de développer toujours davantage ce bel événement que représente la Semaine de la démocratie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, un grand merci à Yves, bien sûr, pour nous accueillir ce soir, mais surtout à toutes ses équipes pour le travail lourd de préparation que des événements comme celui-là représentent. Et Yves, tu sais combien la collaboration entre l'Université de Genève et l'Institut me tient à cœur, donc je suis vraiment heureuse que ce soir encore, on ait un bel exemple de cette collaboration. Enfin, last but not least, je souhaiterais bien sûr remercier toute l'équipe du Centre Albert Hirschman sur la démocratie à l'Institut, et tout particulièrement Shalini Randeria qui a fait l'effort de venir nous rejoindre alors qu'elle vient juste, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas au courant, d'être nommée nouvelle présidente de Central European University à Vienne, et donc elle est quand même venue pour cet événement. Et bien sûr à Christine, Christine qui vraiment est la cheville ouvrière de tout notre travail pour cette semaine de la démocratie du côté de l'Institut.
Le centre Albert Eichmann à l'Institut, par son positionnement, insiste évidemment et apporte, je pense, dans les discussions de cette semaine, un regard international important, singulier, et totalement nécessaire aujourd'hui, car les problématiques de la démocratie, de cette transition démocratique dont nous allons parler toute cette semaine, on le voit, sont des problématiques qui dépassent très très largement les frontières, qui ont des manières de s'exprimer différentes selon les lieux, selon les cultures, mais qui en même temps ont aussi des interactions entre elles. Et donc je crois que cette dimension internationale, transnationale qu'apporte le centre est extrêmement importante. Je suis donc très heureuse ce soir de nous voir tous mobilisés physiquement ou virtuellement. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux et celles qui sont en ligne, pour le lancement de cette 7e édition autour du thème ô combien pertinent et urgent d'une démocratie en transition. La démocratie, ça a été très bien dit par les deux discours qui m'ont précédé, est un régime fragilisé et en transition, nous le savons, et nous le savons depuis assez longtemps maintenant. Les signes de cette transition sont assez faciles à identifier, nous les voyons tous les jours, là aussi ils ont été très bien identifiés par Madame Righetti et Yves. Quelques thèmes qui reviennent, c'est toujours difficile d'arriver à la troisième parce que les mots qui ont déjà été utilisés, les mots que vous voulez prononcer ont déjà été utilisés, mais je vais en souligner quand même quelques-uns. Une perte de confiance, une remise en cause des institutions et des mécanismes démocratiques, autant de signes, autant de symptômes de cette transition, de ce malaise démocratique. Le progrès aussi peut-être pas tout à fait encore identifié d'une marchandisation directe et indirecte des dynamiques démocratiques et donc de leur capture. C'est très clair aux États-Unis, c'est aussi clair dans un bon nombre d'autres pays. Une démocratie donc qui tendrait plus ou moins clairement, selon les lieux, vers des logiques plutocratiques, avec à la clé une perte de légitimité, une prise de distance ou même un refus de participer par un certain nombre de citoyens, et toutes les conséquences évidemment sur la remise en cause de ce régime démocratique. L'impossibilité, par ailleurs, de créer des ponts et de faire le lien entre des bulles informationnelles et d'opinion qui sont de plus en plus incompatibles, voire incommensurables, pour utiliser le terme de Thomas Kuhn, et la montée en puissance en parallèle des régimes illibéraux partout dans le monde. C'est là que le regard transnational est assez important aujourd'hui. Donc régimes illibéraux et retour de la figure de l'homme fort, entre guillemets, bien sûr, comme expression symbolique du pouvoir. Les causes, quant à elles, au-delà des signes et des symptômes, sont complexes et multidimensionnelles. La transition démocratique que nous vivons aujourd'hui est liée à des bouleversements qui sont tout à la fois politiques, sociaux, mais aussi économiques et technologiques, nous le savons. Loin de moi l'idée de les explorer tous ce soir, mais je soulignerai seulement quelques dimensions importantes, dont une a déjà été soulevée par Yves, et ça ne vous étonnera pas, c'est évidemment la question de l'éducation. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par la question du déséquilibre que produit la croissance exponentielle des inégalités. Ceci, à mon avis, est un élément clé de cette transition, entre guillemets, démocratique que nous vivons. Cette croissance exponentielle des inégalités se traduit par une capture, comme je l'ai déjà dit, de plus en plus visible du jeu démocratique d'une part, et d'autre part par une perte de légitimité associée à un retrait pur et simple, parfois, du jeu démocratique qui émerge en conséquence. Une autre cause, un autre élément de causalité important, me semble-t-il, est le progrès de l'individualisme, en particulier sous sa forme de la solitude structurelle qui caractérise nos sociétés et qui va avec la fragmentation et la séparation des bulles, comme je disais tout à l'heure, informationnelles, mais y compris de nos bulles individuelles. Un processus où nous devons tous, en fait, des monades isolées avec une incapacité de communiquer qui est évidemment très détrimentale au processus démocratique. Et enfin, bien sûr, comme l'a souligné Yves, le rôle clé de l'éducation.
Certes, nos systèmes éducatifs doivent préparer au mieux les jeunes générations au monde économique et au monde du travail, et c'est ce que nous essayons de faire, bien sûr, mais peut-être avons-nous oublié un peu trop ces dernières années, et là c'est vraiment un nous collectif, l'ensemble des systèmes éducatifs, notre autre mission, celle de donner les moyens d'une citoyenneté active qui aujourd'hui se doit aussi de dépasser les frontières nationales, tant nous sommes tous en lien d'interdépendance. Le système éducatif doit assumer une mission de Bildung redéfinie et adaptée aux enjeux profonds du XXIe siècle. C'est une condition clé, nous le savons, pour que la transition démocratique que nous sommes en train de vivre ne se transforme pas en défaite ou en déroute démocratique. Cette semaine de la démocratie va explorer toutes ces questions et bien d'autres tout aussi importantes. Nous avons la chance, comme cela a déjà été dit par Madame Righetti et Yves, d'avoir aujourd'hui pour lancer les débats Gabriel Sterling, un acteur important, un individu, comme l'a dit Yves, important sur le terrain du combat démocratique. Mr. Sterling, a big thank you for being with us today. Monsieur Sterling, merci d'être parmi nous ce soir, c'est un plaisir. Officer, Chief Gabriel Sterling est responsable des opérations de l'État de Géorgie. Après son diplôme de l'Université de Géorgie, il a travaillé comme bénévole au Parti républicain. En 1999, il a candidaté à la Chambre des représentants. Il est entré en fonction, puis a été nommé directeur des opérations en 2009. Depuis 2021, il est également président du comité chargé de réviser un certain nombre de systèmes au niveau de l'État. Il a joué un rôle décisif au cours des élections présidentielles de 2020, au moment où il a confirmé que le décompte en faveur du Parti démocrate était exact. En effet, malgré le fait qu'il soit républicain lui-même, il a rejeté les demandes de Donald Trump qui visaient à trouver 12 000 voix républicaines, ce qui aurait changé les résultats finaux au niveau de l'État. Depuis, comme on le sait, M. Sterling a été mis sous pression politique, il a reçu des menaces de mort et a attiré l'attention des médias. Alors, je ne reviendrai pas à la conférence de presse mentionnée par Mme Righetti, et nous aurons la chance de pouvoir l'entendre. J'aimerais juste finir par ces mots. Ça devait cesser. Maintenant, comment faire en sorte que cela cesse ? Durant sa conférence et au cours du débat qui s'ensuivra, M. Sterling va nous expliquer comment il est devenu la figure de proue pour défendre les institutions démocratiques, mais également la confiance dans la démocratie. La confiance dans les institutions politiques, c'est essentiel pour renforcer la démocratie. Maintenant, la confiance dans les institutions démocratiques, que ce soit les partis politiques, les institutions, sont sur le déclin dans un certain nombre de démocraties établies, alors qu'un certain nombre de démocraties émergentes voient une dépression de la démocratie. Maintenant, la démocratie présuppose une citoyenneté vigilante avec une certaine quantité de scepticisme. Les marchés créent une discipline managériale et de l'efficience par l'exercice des choix. Les gouvernements se disciplinent par le fait que les gens se font entendre. L'université, les chercheurs, ces étudiants sont cruciaux et c'est là l'un des objectifs de la semaine de la démocratie. Je suis ravie que demain, à l'IHEID, nous organisions un atelier avec M. Sterling ainsi que le personnel d'un certain nombre de chancelleries cantonales, y compris celle de Genève, et des chercheurs de l'IHEID et de l'Université de Genève. Autre citation d'Albert Hirschman. In certain societies, there's a system. Dans certaines sociétés, on sous-estime sa propre créativité de manière systématique. La semaine à venir le contredira et je vous souhaite pour les jours à venir des discussions riches, productives, mais avant tout créatives. Nous avons besoin de créativité pour sauver la démocratie.
In the meantime, we're all looking forward. Dans l'intervalle, nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec vous, Monsieur Sterling, ce soir, et nous vous remercions de votre présence parmi nous ce soir. Thank you. It has all gone too far. All of it. Joe DeGenova today asked for Chris Krebs, a patriot who ran CISA, to be shot. A 20-something tech in Gwinnett County today has death threats and a noose put out saying he should be hung for treason because he was transferring a report on batches from an EMS to a county computer so he could read it. It has to stop. Someone's going to get hurt, someone's going to get shot, someone's going to get killed. Well, good evening. Bonsoir et merci pour ces paroles si aimables d'introduction. Merci pour les applaudissements et merci de m'avoir fait venir à Genève. Comme je l'ai dit à ce moment-là, personne ne doit savoir qui diable je suis. Le fait que je sois présent devant vous est littéralement absurde. Et c'est une illustration des menaces que nous avons vues contre la démocratie dans toutes les démocratie occidentale. Alors, je voudrais vous présenter mes excuses pour plusieurs choses. D'abord, je viens d'un État du Sud. Et d'habitude, les gens du Sud parlent lentement. Moi, pas. Alors, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anglophones dans la salle, mais je voudrais aussi vous présenter mes excuses pour autre chose. Quand je suis en colère, je deviens plus éloquent. Alors, je ne suis peut-être pas en colère aujourd'hui, je serai peut-être un peu moins éloquent que dans le discours que vous venez d'entendre, mais il y a des éléments dans tout ça qui ne sont pas si excitants que cela, parce que la démocratie, ça doit être ennuyeux. Et c'est une des choses que j'ai dit à mon équipe lorsque j'ai pris mes fonctions comme responsable des élections dans l'État de Géorgie. Et d'ailleurs, c'est un des titres les plus bureaucratiques qu'on puisse imaginer, donc personne ne sait vraiment ce qu'on est censé faire à ce poste, mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que les élections redeviennent ennuyeuses. Parce que quand on a vu les choses qui se sont déroulées avec le président Trump, avec toutes ces tentatives pour contrecarrer la démocratie aux États-Unis, on a eu une autre élection en Géorgie en 2018. Et c'était une élection au poste de gouverneur. C'est le poste suprême dans l'État. Et c'était une élection très serrée entre Brian Kemp, qui est gouverneur, et Stacey Abrams, qui était la candidate démocrate. Et dans cette élection, c'était l'autre camp qui a mis en question les résultats, parce que Stacey Abrams, à ce jour, n'a toujours pas reconnu sa défaite. Elle a dit que l'élection avait été truquée, qu'on avait fait des purges des registres électoraux, etc. Donc, quand j'ai pris mes fonctions en tant que responsable des élections, et quand le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger a été élu, et je dois dire les remercier, parce que sans le secrétaire d'État et son adjoint, eh bien, je serais toujours au conseil municipal de Sandy Springs, et je ne serais pas là devant vous pour faire ce discours. Il y a une chose que je tiens à dire. Tout cela, pour moi, c'est très intéressant, mais je dois vous dire qu'il y a un autre événement intéressant, c'est que je vais me marier dans 19 jours. When I told her... Et quand j'ai dit à ma fiancée que j'allais venir ici, elle m'a dit « Mais attends, c'est en octobre. » We follow all the protocols and everything. So Alors, ça, c'est quand même quelque chose que je devais dire, c'est que d'être ici, c'est quand même la deuxième chose la plus excitante pour moi. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas avec moi parce qu'elle travaille. Et elle ne peut pas encore prendre de congé pour la lune de miel. Alors, quand on parle d'élection à qui que ce soit, partout dans le monde, personne à l'école, sur les bancs de l'école, ne dit « moi, je veux gérer une élection ». Ce n'est pas une perspective fascinante. Alors pour moi, comment ça s'est passé? Je me suis occupé de questions de protocole, je m'occupais de campagne électorale,
Et je l'ai fait pour gagner ma vie pendant un certain temps. J'ai aussi travaillé comme consultant dans des entreprises. Et ensuite, j'étais au conseil municipal de Sandy Springs. C'est juste au nord d'Atlanta, Sandy Springs. Tous nos services ont été privatisés, sauf les services de police et les services du feu. Et c'était quelque chose dont j'étais assez fier à l'époque. Moi, j'estimais que c'était comme ça qu'il fallait gérer des villes localement. Donc, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai été désigné responsable des élections. Il y a eu l'élection de 2018 qui a posé beaucoup de problèmes avec beaucoup de recours juridiques. Il y a toujours des recours juridiques d'ailleurs. Et on a eu un appareil qui permet d'appuyer sur un bouton qui inscrit tous les résultats sur une carte mémoire. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de bulletin papier, et on peut recompter les votes en pressant sur un bouton. Et on a décidé, comme mesure de sécurité, pour renforcer la confiance à l'égard des élections, de mettre en place aussi un système de scrutin papier. Mais en Géorgie, c'est un peu différent. Dans la plupart des comtés, les comtés achètent eux-mêmes le matériel pour les élections, et puis l'État le valide. En Géorgie, c'est l'État qui achète tous les équipements pour les élections. Et donc, on est parti du principe qu'on allait adopter une loi pour pouvoir utiliser ces bulletins papier, mais je me suis très vite aperçu que c'était un gros travail. On a commencé par avoir trois réunions par semaine, puis une réunion par jour, puis 2 réunions par jour, une réunion à 9 h et à 14 h pour écrire pour toute la bureaucratie qu'il fallait faire pour cela. Donc, j'essaye simplement de vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à tout cela. Donc, la loi a été adoptée. On a maintenant des écrans. On n'avait pas à l'époque de smartphone. Il s'agissait d'une technologie qui a été lancée en 2002. Donc, il y avait l'écran, mais il y avait aussi une imprimante qui était attachée, qui imprimait le résultat du vote. Et il y avait un code QR et on pouvait ensuite le scanner et voter de cette manière. Donc, c'était un processus tout nouveau, très différent pour nous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la télévision aux États-Unis dans les années 80-90, mais lorsqu'on a fait ces appels d'offres, il y a 2 sociétés qui se sont présentées. Les offres étaient toutes les 2 intéressantes, mais pour les nouveaux, ils avaient une offre un peu plus basse que le fournisseur antérieur, qui était un petit peu meilleur du plan technique. Et donc, quand on a négocié les contrats, j'ai parlé à leur avocat, qui était M. Giuliani, et on essayait de savoir qui était le gentil et le mauvais dans la salle. Et très vite, c'est les systèmes, donc le système de vote Dominion, qui l'emportait, mais on a négocié pour qu'ils baissent leur prix. Quand ils sont revenus, il y en a une des offres qui avait baissé de 10 millions et l'autre des 9 millions. Alors, si je parle de la télévision aux États-Unis, c'est qu'il y avait souvent, à la fin des comédies, des gens qui sautaient de joie et il y avait un arrêt sur image. Eh bien, moi, c'est ce que j'avais envie de faire aussi parce que j'avais permis aux contribuables d'épargner de l'argent, puisqu'on avait obtenu des baisses importantes des offres. Et c'est ce qui nous a permis d'acheter davantage d'équipements pour les élections. Donc, on avait l'offre, on a signé les contrats, et ensuite, il fallait se procurer les appareils, les scanners, des quantités considérables de scanners, d'imprimantes, etc. Enfin, je n'ai même plus tous les chiffres en tête. Et personne ne pensait qu'on allait y arriver, parce qu'on a signé les contrats au mois de juillet. Il y avait la primaire au mois de mars. Et en Géorgie, on a 3 semaines de scrutin anticipé. Donc, moi, j'avais tous ces délais dans ma tête. Le date limite, c'était le 14 février, la Saint-Valentin. Et on a réussi à avoir tous les équipements. C'était une énorme tâche logistique et on a vraiment été fous de joie d'y être parvenus. Donc, en février, tout fonctionne.
et on commence le vote anticipé. Et puis on commence à entendre parler en février de cette histoire de Covid, de virus chinois. À la fin de la première semaine, tout allait parfaitement bien et le gouverneur et le président ont déclaré l'urgence sanitaire. Et il a fallu tout changer du jour au lendemain. Et on s'est dit, flûte, enfin c'est pas exactement flûte ce que j'ai dit, on va vraiment avoir un problème, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Donc on s'est réunis avec le secrétaire d'État et on a décidé... Alors, la Géorgie, depuis 2005, avait des possibilités de vote par correspondance. On a envoyé 7 millions de bulletins entre le moment où on a pris la décision et le moment où on les a postés. Il s'est passé 6 jours. On a vraiment fonctionné de la façon la plus rapide possible. Et on a eu de la chance parce que normalement, ce qu'on fait, c'est que ces bulletins ils sont pré-remplis en principe. Il y a un code barre, donc ils sont scannés. On a tout de suite le nom de l'électeur. Les informations sont déjà pré-remplies et ça facilite la tâche pour les électeurs. Et c'est ce qu'on a essayé de faire parce qu'on était persuadés en interne qu'il fallait que les choses soient aussi simples que possible pour que les gens puissent voter et aussi difficiles que possible pour que les gens ne puissent pas tricher. Ce sont les deux éléments qu'il faut toujours garder en tête. Il faut faire l'équilibre entre les deux. Et si on a pu empêcher la fraude, c'est parce qu'on avait des règles très précises pour l'empêcher. Donc tout ça, ça s'est fait très rapidement au mois de mars et ça nous a permis de gérer la quantité de personnes qui se présentent au bureau de vote. Parce qu'en général, en Géorgie, 95% des électeurs se déplacent pour voter. Ils viennent en personne. Et pour nous, c'est la façon la plus sûre de procéder. Ils viennent, on vérifie leur pièce d'identité. En général, c'est le permis de conduire, mais ils peuvent utiliser 16 formes différentes de documents d'identification. On peut utiliser toutes les pièces d'identité en Géorgie. Mais de cette façon, on sait bien que cette personne a le droit de vote. Historiquement, les gens n'aiment pas voter par correspondance en Géorgie. Ce n'est pas très répandu et c'est lié à l'histoire de notre État. Les gens ont lutté pour obtenir le droit de vote et ils aiment le procédé. Ils aiment voir leurs voisins dans la queue devant le bureau de vote. C'est quelque chose qui leur donne beaucoup de satisfaction. Donc on essaye de le faire, mais en 2005, on a généralement 3 ou 4 ou 5% de gens qui votent par correspondance. Et en général, ce sont des républicains. C'est traditionnellement plutôt des républicains qui participent au vote par correspondance jusqu'en 2018. À ce moment-là, les démocrates ont utilisé les outils à leur disposition. Et l'une des choses que je dis à mes amis républicains, c'est ne vous inquiétez pas trop des règles, ce ne sont que des outils pour voter. La principale chose, c'est d'identifier les électeurs, de faire en sorte qu'ils puissent aller au bureau de vote et qu'ils votent. Donc en 2018, à l'élection, ça aurait dû lancer l'alerte pour mes amis républicains. J'ai acheté une maison en septembre 2018 à Sandy Springs. À l'époque, j'étais consultant. Le jour des élections, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec d'autres consultants pour imaginer ce qui va se passer au jour des élections. Donc j'étais devant ma maison et puis je vois une voiture qui s'approche et je vois avec un autocollant sur du candidat démocrate. Alors je n'ai pas fait vraiment attention et puis j'ai vu un monsieur noir qui est sorti de la voiture et moi j'avais des signes pour les candidats républicains devant ma maison. Donc cet homme sort de sa voiture, il regarde son téléphone, il me regarde, il regarde les signes devant ma maison. Et finalement, je comprends ce qui se passe. J'ai acheté la maison à un couple de Noirs afro-américains. Alors je dis à ce monsieur, ils ont déménagé. Mais ce que ça m'a montré, c'est que les démocrates avaient suffisamment de moyens, de ressources et de données pour envoyer une personne, un être humain, à une maison où il y avait 2 personnes qu'ils voulaient faire voter. Les républicains n'ont pas fait tout cela depuis très longtemps dans mon État. Et ça, c'est un signal. Et tout cela aurait dû être un signe avant-coureur et nous informer que 2020 allait être une élection extrêmement serrée. Alors, une des choses dont on parlait en interne, un de mes avocats m'a dit « Qu'est-ce qui se passe si le président perd et qu'il y a 2 démocrates élus au Sénat ?» J'ai dit « Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se passera jamais. » C'est bien ce qui s'est passé. Donc, comme quoi, je n'ai pas toujours raison. Donc, on a organisé cette élection, en fait, en pleine pandémie, ce qui signifie qu'on manquait de personnel aussi, parce que
On sait maintenant beaucoup plus de choses sur le Covid, mais au mois de mai, au mois de juin, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait un virus qui se répandait rapidement et qu'il avait surtout un impact sur les personnes âgées. Et dans les élections primaires, on a dans les bureaux de vote, le personnel, ce sont des personnes âgées. Donc on perdait du personnel très rapidement. Et l'autre problème, c'est que dans chaque pays, dans chaque État, il y a des gouvernements locaux, des autorités locales, des comtés. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, on se dit qu'ils ne font pas un bon boulot. Mais dans mon comté, c'est le comté de Fulton, le jour des élections, les choses se sont très mal passées. J'ai demandé, est-ce que vous avez suffisamment de personnes dans les bureaux de vote? On m'a dit oui, partout. Mais le vendredi, avant l'élection de mardi, où il y avait les élections, les primaires et une autre élection, il manquait 250 personnes. Et pour former 250 personnes dans des bureaux de vote, il faut du temps. Dans la plupart des gens qui étaient là ne connaissaient pas l'équipement, ne connaissaient pas le matériel de vote, les machines. Donc il y avait des fils, il y avait beaucoup de confusion. Et le problème, c'est que Fulton County, c'est près d'Atlanta, donc c'est la capitale, et ça a donné l'impression que c'était chaotique partout, parce que les caméras étaient là. Ce n'était pas vrai, c'était surtout à Fulton County, mais pas dans tout l'État. Et donc, pour ces élections, on savait que les deux sièges de sénateurs qui étaient en lice, c'était un enjeu très important. Donc on avait un plan d'action en novembre qui visait à favoriser le vote anticipé. Ça, c'était moins fait par le passé. Il fallait avoir des techniciens dans tous les bureaux de vote et avoir davantage de bureaux de vote. Et l'une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai demandé à chaque comté de m'envoyer leurs allocations de matériel et de personnel. J'ai vérifié. Et j'ai vérifié tous les bureaux de vote des pays. J'avais un codage couleur. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est jaune, il y aura des problèmes. Et si c'est rouge, il risque d'y avoir de très, très gros problèmes. J'ai envoyé ça à tous les comtés. Et ce que nous avons fait, tout cela nous a permis d'avoir beaucoup de données pour savoir où les problèmes risquaient de se poser. Et au cours de l'élection du mois de novembre, ça s'est passé donc un mardi, il n'y avait pas de file d'attente. Le temps d'attente moyen était de 3 minutes. Dans certains des bureaux de vote républicains dans le nord de la Géorgie, il y avait des temps d'attente plus longs parce que le président avait dit ne votez pas par correspondance. Et donc, il y avait davantage de files d'attente parce qu'ils n'ont pas utilisé les possibilités de vote par correspondance. On a aussi mis des urnes qui permettaient de déposer les bulletins dans 190 comtés, ce qui était une excellente option. On pouvait aller mettre son vote anticipé dans une de ces urnes. Donc, il n'y avait pas de file d'attente. On a utilisé le vote anticipé. Et le soir, la veille du 5 novembre, on était fous de joie. On trouvait que ça marchait formidablement bien, que c'était une excellente élection. Et puis, le mercredi, là, je regarde les chiffres, et je fais ça depuis une trentaine d'années, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je n'ai pas dit qu'est-ce qui se passe, j'ai dit quelque chose de plus grossier. Donc, j'ai appelé l'équipe dans l'après-midi et je leur ai dit, le président va perdre d'environ 10 000 voix. Donc, il faut se préparer pour ça et il faut préparer aussi pour les 2 élections partielles dont on savait qu'elles allaient se produire. Et j'ai dit à Christine et Valérie que la toute première conférence de presse que j'ai faite, qui a été vue dans tout le pays, c'était le lendemain de l'élection. Et j'ai passé devant une rangée de caméras pour aller dans notre bureau. Et il y avait des centaines de caméras du monde entier qui étaient là. Et mon patron m'a dit, devine ce que tu vas faire dans 5 minutes. Eh bien, j'ai dû faire une conférence de presse et je n'étais absolument pas préparé. Mais en fait, je vais vous dire une chose, moi je suis meilleur quand je ne me prépare pas. Si je ne réfléchis pas trop à l'avance, je suis bien meilleur quand je parle en public. Donc c'était la toute première conférence de presse. Et à ce moment-là, les fausses informations ont commencé à circuler, la désinformation. Et il a fallu prendre 2 décisions très rapidement. Alors, maintenant, elles semblent évidentes, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Selon la législation en Géorgie, il y avait ces 2 élections partielles. Il y en avait une donc, pour les commissions de services publics qui s'occupent de l'énergie dans l'État, et un monsieur qui s'appelle Bubba MacDonald, Lauren Bubba MacDonald, parce qu'il y a des gens qui s'appellent Bubba en Géorgie. Il était dans cette élection.
ce deuxième tour, la loi fédérale dit que ça doit se passer 9 semaines après le premier tour. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'il faut que les deux élections se déroulent en même temps ou est-ce qu'il faut qu'on les décale? On savait que ce que serait le résultat, si on avait laissé l'élection se dérouler seul, le républicain McDonald aurait gagné largement, on le savait. Mais pour l'administration des élections, il était nécessaire que toutes les élections se déroulent en même temps parce que sinon, nos comtés n'auraient jamais pu gérer deux élections différentes avec les votes anticipés, etc. Ça aurait été impossible. Donc, on a pris la décision de regrouper ces élections. Et puis, d'autre part, la loi nous impose des audits parce que pendant les années précédentes, les 20 années précédentes, il n'y avait pas de bulletin à examiner. Donc, on a décidé de faire cet audit de vérification. On l'a décidé assez vite. Je ne vais pas vous expliquer toutes les données chiffrées, mais on prend un certain nombre de bulletins de vote. C'est très complexe pour essayer de prouver que les machines de vote ont bien compté les votes. Et on aurait pu choisir les élections au Sénat, parce que là, on aurait beaucoup moins de bulletins de vote à traiter. Mais on s'est dit, si on ne recompte pas à la main les bulletins de vote de l'élection présidentielle, personne ne va croire les résultats, ni dans un camp ni dans un autre. Donc il faut absolument le faire parce que l'une des pires fausses informations qui ont circulé, c'est que les machines de vote Dominion donnaient des chiffres erronés ou avaient été truquées pour donner davantage de voix à Biden qu'à Trump. Il n'y avait pas le moindre début d'une preuve. Mais dans toutes ces fausses informations qui circulaient, moi ce qui m'amusait, c'est qu'on montrait des feuilles de calcul avec des codes. On ne savait absolument pas de quoi il s'agissait, mais évidemment, si on veut le croire, on le croit. Donc il fallait absolument qu'on refasse ce comptage manuel des bulletins de vote. C'était obligatoire. 5 millions de bulletins de vote. Et il a fallu le faire en 5 jours. Alors ça a été un effort énorme, gigantesque. Et dans les grands comtés, encore plus. Et lorsqu'on a réussi à faire ce décompte manuel, la marge était minime. 0,053% par rapport au total et 0,009%, ce qui a montré que les machines avaient bien compté les bulletins. Et donc ça aurait dû mettre un terme à toute discussion sur les machines de vote Dominion. Eh bien, figurez-vous que ce n'a pas été le cas. Je gâche un petit peu le suspense, mais voilà. Et on savait que tout le monde savait que ce n'étaient pas les machines Dominion qui étaient responsables de quoi que ce soit. Mais ces rumeurs ont continué à circuler pendant tout le mois de novembre. Et puis assez vite, donc le mercredi, je savais déjà que le président allait perdre l'élection. On attendait encore les votes du personnel militaire, donc les soldats qui sont à l'étranger. Les votes par correspondance doivent arriver le mardi, mais après, il y a 3 types de bulletins qui peuvent être comptés jusqu'à vendredi. L'un, c'est les bulletins de vote provisoires, quand vous n'avez pas pu prouver exactement que c'était votre bulletin de vote, mais il fallait vous représenter dans les 3 jours suivants, donc ça va jusqu'à vendredi. Il y avait aussi les votes par correspondance où on a oublié la signature, alors on a 3 jours pour venir présenter la signature, et puis aussi les votes des soldats à l'étranger, qui doivent être reçus jusqu'au vendredi avec le tampon de la poste faisant foi avant le mercredi. Donc on attendait encore tous ces bulletins. Et lorsque on a calculé le nombre, on a vu que ça ne suffirait pas pour changer le résultat du vote de toute manière. Les démocrates ne voulaient pas encore clamer victoire. Les républicains ne savaient pas encore s'ils avaient gagné ou perdu. Donc on a gagné un petit peu de temps, mais très rapidement, on est passé à une autre étape. Et je me souviens, j'avais un ami qui m'a envoyé un texto. Il travaillait pour la campagne sénatoriale. Il m'a envoyé ce message. Eh bien, j'ai cru que c'était une blague. Et il m'a dit, non, ça va être publié dans 5 minutes. Et là, j'ai eu comme un malaise, parce que je me suis dit, mais c'est complètement fou, c'est ridicule. L'une des choses qu'il disait, c'était que
on n'était pas assez transparent. Alors qu'on faisait 2 conférences de presse par jour pour expliquer tout ce qui se passait. La seule façon d'être plus transparent, j'ai dit, c'est que je vienne en slip devant vous. C'est la seule façon dont je pourrais accroître encore la transparence. Et donc, dès qu'il y a eu ces fameuses rumeurs, c'est là que la femme du secrétaire d'État Raffensperger a reçu des menaces directement sur son téléphone portable. Et j'ai pu appeler le chef de la police également quand on a reçu toutes ces menaces. Et j'ai dit, bon, je sais que vous ne pouvez pas me donner des gardes du corps, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont garé une voiture de police supplémentaire devant chez moi. Donc on parlait de ma protection de policière. Et dans les interviews, je ne voulais pas en parler pour une très bonne raison, c'est que je n'avais aucune protection. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel on fonctionnait. Donc en novembre, on a refait le décompte manuel. Et moi, tous les jours, j'étais là et pour essayer de réfuter toutes ces fausses informations qui circulaient sur des votes qui auraient été truqués, sur la connexion avec Hugo Chavez, l'idée complètement délirante qu'il aurait influencé les élections. Il y avait aussi cette idée d'un scientifique, un spécialiste des satellites italiens qui avait envoyé des votes en Allemagne, en Espagne. Enfin, moi, je me disais, mais enfin, est-ce que vraiment il y a... Vous avez peut-être entendu parler de Lynn Wood aussi, qui est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Il n'a plus toute sa tête. Il m'a appelé personnellement et il a parlé de vendre des votes à la Chine. Je ne sais même pas ce qu'il voulait dire, mais les mêmes gens qui soutenaient le président Trump avaient ces affirmations complètement délirantes. Et une fois, je suis arrivé au Capitole dans l'État, on m'a dit « Rudy Giuliani est là ». Je dis « Mais pourquoi ?» Alors, il témoignait devant une commission du Sénat. Et Rudy Giuliani a parlé des votes, des valises secrètes avec des bulletins de vote, et toute son équipe a regardé cette vidéo. Mais tout le monde savait qu'il mentait. Je sais qu'il savait lui-même qu'il mentait. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais le problème, c'est que les gens voulaient le croire. Et ça, c'est un des problèmes auxquels on se heurte. C'est cette faculté de l'être humain qu'il veut croire quelque chose. J'ai un frère cadet qui a étudié les sciences politiques près de Washington. Et vous savez, il y a toujours, quand on a des gens qui font des études, ils disent « Ah, qui viennent d'apprendre quelque chose », il m'a dit « Je veux vous parler du concept d'électeur rationnel ». Je l'ai arrêté tout de suite. Il n'y a pas d'électeur rationnel. L'homme est un être rationnel. Mais en fait, il peut croire n'importe quoi. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et c'est l'un des problèmes de la démocratie. C'est que ça concerne les êtres humains. La démocratie, c'est une forme terriblement désordonnée, chaotique de gouvernement. Simplement la meilleure qu'on ait. Et c'est très difficile à faire fonctionner correctement. Et le recteur l'a dit tout à l'heure, c'est que je me suis opposé à tout cela malgré mon appartenance au parti. Bien, je ne suis pas d'accord. C'est à cause de mes valeurs, c'est grâce à mes convictions. Je suis un républicain, certes, mais justement, j'ai des valeurs à défendre et je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. Je me suis vu confier des responsabilités et l'un des problèmes auxquels on se heurte, c'est que les gens sont concentrés sur la victoire et disent « je veux gagner contre les autres ». Mais le problème, c'est que depuis 50 ans, des gens qui ont les mêmes idées que moi, qui peuvent être des chefs d'entreprise, ils ont été méprisés par les autorités. Et les républicains qui étaient élus étaient plutôt plus favorables aux petits patrons, aux gens, et à être moins méprisants à leur égard. Alors ce que Donald Trump a fait pour beaucoup de personnes,
Moi, j'ai des gens proches de moi qui disent c'est le seul qui s'est battu pour nous. Moi, je dis non, c'est pas le seul. Il y avait Reagan, il y en avait d'autres. Mais la différence, c'est que Trump leur a montré. Il était suffisamment agressif pour qu'ils aient le sentiment qu'il les défendait vraiment. Et moi, j'ai voté pour Trump. Bien sûr, j'ai dit qu'il avait perdu l'élection. Mais il y a des dizaines de millions de travailleurs américains qui ont le sentiment que Trump les a défendus, qu'il a défendu leurs valeurs. Et ils ont eu le sentiment, tous ces gens, que les autres personnes au pouvoir les méprisaient et ne les défendaient pas. Et donc, c'est grâce aux voix de ces gens qu'il a été élu. Et ce n'est pas le problème de les faire participer aux élections, c'est très bien. Ce qui pose problème, c'est le caractère populiste du message. Et l'autre problème qu'on a, c'est que l'être humain a un certain sentiment de religiosité. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la politique, mais la première chose que font les êtres humains, c'est de bâtir des temples, des bâtiments religieux. On est vraiment passé d'être des chasseurs-cueilleurs à la religion. Il faut se rendre compte que, du point de vue de l'évolution, l'humanité cherche des sauveurs. Et c'est mauvais pour l'humanité. Lorsque Barack Obama a été élu, on le voyait comme un messie. C'est notre leader, il va nous sauver de tout. Donald Trump, pareil, c'était notre messie, il va nous sauver de tout. Il faut arriver à un point dans la démocratie où on se dit, on s'occupe de soi-même, on a un gouvernement qui est invisible. Quand on appelle la police arrive. Quand la route doit être réparée, elle est réparée. Lorsqu'on attend du courrier, il est livré. Les gouvernements sont là pour poser les jalons pour que nous, en tant qu'individus, on puisse fonctionner dans la société. Et dès lors qu'on arrive à un point où les gens convainquent d'autres gens pour les élire, pour qu'ils les sauvent, qu'ils soient à gauche ou à droite, on a atteint le point de non-retour dans la démocratie. Et l'une des raisons, ce qui est si dangereux avec ce que Stacey Abrams a fait en Géorgie, Donald Trump a dit en 2020, purge des registres, élections volées, ça sape les fondements de la démocratie des deux côtés. Il y a la démocratie pour une bonne raison. On a des bulletins pour éviter les balles. Si l'on essaie de convaincre les gens que leur bulletin ne compte pas, quelle est l'étape suivante? Alors, quand le président a appelé cet appel du président, je crois que c'était le 2 janvier, moi j'étais au téléphone avec l'adjoint Fouche qui m'a dit on va avoir un appel de Trump d'ici 60 secondes. J'ai dit attends, elle a raccroché. Pendant 18 heures, je n'étais pas vraiment très satisfait. Moi, j'aurais dû participer à cet appel. Et ensuite, je l'ai entendu, je l'ai vu dans le Washington Post. Et j'étais vraiment ravie de ne pas y avoir participé, car comme vous le savez tous, le président a parlé pendant 50 minutes sur 60 minutes. Et si j'y avais participé, les choses se seraient passées très différemment. Alors, je parle beaucoup devant vous. J'imagine que je l'aurais beaucoup interrompu et on se serait crié l'un l'autre. En effet, dans ma famille, on crie, on finit les débats en 30 secondes et c'est plié. Alors, la différence entre ce qu'a fait Stacey Abrams et les démocrates et ce qu'a fait Donald Trump et les républicains, c'est que Stacey Abrams a dit voilà, il y a une purge des registres. Si on vous dit quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire très naturellement? Je vais faire tout ce que je peux pour dire qu'ils ont tort. Si on vous dit que votre voix a été volée, qu'est-ce que vous vous dites? Je reste à la maison. Et j'ai vu ce qui s'est passé en janvier, où au Sénat, l'équilibre était menacé. On savait que les gens n'allaient pas venir, hein, c'était évident. Si vous regardez les résultats post-élection, dans les endroits où Marjorie Taylor Greene, qui est notre républicaine complètement exubérante, les chiffres de participation ont largement diminué. Pareil en Géorgie.
D'une certaine manière, les sénateurs Loeffler et Perdue ont toute ma sympathie. Trump leur a dit, si vous ne me soutenez pas, je vais saper votre propre campagne. Moi, les républicains, le parti républicain, c'est mon parti, c'est pas celui de Donald Trump. Et je continuerai de me battre pour ce parti parce qu'ils ont des valeurs, ils font avancer l'Amérique. Et contrairement à la démocratie parlementaire, on a deux grands partis. Et on arrivera à surmonter les difficultés. Maintenant, la désinformation, elle vient des deux côtés. De la droite à l'heure actuelle. Mais cette désinformation est également appuyée par des puissances étrangères, notamment l'Iran. Ce dont on a parlé précédemment, c'est qu'il faut être vigilant, il faut toujours faire attention à comment renforcer la démocratie, ses institutions. Or, il me semble que les problèmes de la démocratie occidentale, c'est que les gens pensent que l'histoire a commencé le jour de leur naissance ou le jour de la naissance de leurs parents. Les gens parlent de la situation terrible aux États-Unis à l'heure actuelle. Or, dans les années 70, il y avait des attaques terroristes régulières. Les gens se faisaient tuer. Dans le Washington Post, un article disait encore une attaque terroriste, encore une attaque à la bombe. Les gens se faisaient attaquer par la police. Les républicains ont subi une défaite écrasante aux élections à cause de cela. Or, 6 ans après, Ronald Reagan a battu son rival de manière claire. Alors, quand les gens me demandent si je suis optimiste, oui, je suis optimiste quant à l'avenir. Pour autant que l'on soit conscient des problèmes auxquels on est confronté, il faut être vigilant. Ce qui me rassure, c'est que j'ai reçu des lettres manuscrites de partout dans le monde me remerciant. Pareil pour le secrétaire d'État. Or, moi, je suis fonctionnaire. Personne ne devrait savoir qui je suis. Le secrétaire, c'est l'élu. C'est lui dont on voit le nom. Or, c'est un super supporter de Trump. Il lui a donné de l'argent, il voulait qu'il gagne. C'est l'un des supporters de Trump les plus patents. En 2016, on avait deux nommés. On avait Donald Trump et Hillary Clinton. D'une manière ou d'une autre, deux grands partis politiques, après 200 ans, ont réussi à nommer les deux seules personnes aux États-Unis qui pouvaient perdre l'un contre l'autre. D'un point de vue fonctionnel, ça ne va pas. Il faut arriver à un certain consensus. Donc il faut atteindre une certaine maturité. Amazon a un petit peu gâté tout le monde. Je vais en ligne, je cherche ce que je veux, c'est livré en quelques heures. Et c'est le problème avec la démocratie. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les gens me demandent quid du blocage. C'est pas un problème, c'est une fonctionnalité. Si les choses se font sans heurts, ça ne marche pas. Les choses sont censées être dures à obtenir. Il faut faire en sorte que les électeurs arrivent à un certain stade de maturité pour qu'ils l'acceptent. Or, c'est très compliqué. Mais le populisme dit exactement le contraire. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, je suis là pour ça. Je peux améliorer votre vie. Je peux faire tout ce dont vous avez besoin. Et ce n'est pas une manière mûre de faire les choses. On a besoin de plus d'adultes dans la salle, mais les adultes dans la salle ne se font pas retweeter 150 000 fois. Ils ne font pas la une des médias, parce que ce n'est pas très intéressant, les adultes. Le gouvernement, ça doit être ennuyeux. Ça devrait être plus facile de dire, vous savez quoi, vous allez devoir attendre parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Vous devez convaincre les autres. Vous avez une très bonne idée, vendez-la. Aux États-Unis, on est tous des vendeurs. Parce que vous perdez, c'est pas que vous perdez en tant qu'être humain, mais les gens investissent tant d'importance dans ce genre de choses, notamment sur Twitter. Si je pouvais nettoyer les choses, je le ferais. J'ai eu des débats sans fin sur Twitter. C'est une super manière d'obtenir de l'information très rapidement. Mais
Moi, j'ai foi en les démocraties occidentales sur le long terme, il le faut. Ces démocraties occidentales et le fondement de la culture occidentale, c'est ce qui a fait que le monde s'est sorti de la pauvreté. Le libre-échange, l'état de droit, la propriété privée, toutes ces choses ont permis de faire sortir les gens de la planète de la pauvreté. Le fait que ce soit en danger à l'heure actuelle, ça me dépasse. On doit remercier le ciel d'être vivant aujourd'hui sur la Terre. J'ai vu un comique qui disait un truc un jour. J'étais dans un avion pour venir ici, je regardais un film et je me dis c'est génial. Et puis tout d'un coup, le film s'est arrêté et je me suis plaint. Et je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Il faut bien évidemment essayer toujours d'améliorer les choses, mais il faut se souvenir, arriver à mettre les choses en perspective. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de me focaliser en tant que fonctionnaire. Tous vos services publics devraient commencer dans votre quartier. Et si j'étais roi un jour, j'essaierais de faire cela. Si vous voulez être élu, vous devez être élu localement pour un mandat. Maintenant, ce que l'on a, ce sont des personnalités qui sont des célébrités. Si vous êtes élu localement, les gens vous connaissent, ils savent qui vous êtes, ils savent où vous habitez et vous rendez des comptes. Le problème au niveau supérieur, c'est que plus personne ne rend de compte. Vous pouvez vous cacher derrière votre petit doigt. Il faut arriver à faire en sorte que les gens aient foi en cela. Et si on arrive à diffuser le pouvoir du haut vers le bas, ça permettra aux gens de mieux s'impliquer. Alors, toutes les démocraties sont différentes. Il y a des différences historiques, culturelles. Il y a un certain nombre de choses que vous utilisez depuis des années. J'adore vos cantons primitifs, quand vous sortez dans un champ et puis vous votez tous ensemble. Alors certes, ce n'est pas un bulletin secret, mais c'est génial. Et j'espère que ce dont je vous ai parlé a contextualisé les choses, qu'on pourra travailler ensemble entre démocraties occidentales, non pas seulement pour les améliorer, mais pour étendre les valeurs occidentales partout. Merci beaucoup. Stay on stage? Yeah, you stay on stage. No chair. Well, thank you very much, Gabriel Sterling, for your... Merci beaucoup, Gabriel Sterling, pour ce témoignage quant à cet épisode de l'histoire américaine. Et j'ai de bonnes nouvelles pour vous, vous êtes plutôt éloquent. Alors maintenant, j'aimerais accueillir mon collègue de l'IHEID qui va animer cette séance questions-réponses avec moi. Shalini Randiar, présidente du centre Albert Hirschman. Venez sur la scène pour animer cette séance avec moi. Alors l'idée, c'est que nous avons devant nous une trentaine de minutes pour répondre à vos questions. Enfin, Monsieur Sterling va répondre à vos questions. Les gens qui nous suivent en ligne ont également la possibilité de poser leurs questions. Et en fin de séance, notre collègue Valérie Vuillet, du département d'État Genevois, fera peut-être un résumé de ces questions, des questions les plus saillantes. Alors peut-être une question assez brève de notre part, c'est notre privilège. Une question plutôt personnelle, si je le puis. Vous avez dit que vous êtes un fonctionnaire, que vous n'êtes pas membre d'un organe élu. Et tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, vous êtes devenu quelqu'un de très populaire, de très connu, un petit peu comme le personnage d'une émission télévisée. C'est vous qui protégiez la démocratie. Alors, comment gérer cette nouvelle vie que vous avez eue ? C'est un petit peu bizarre, je ne sais pas quoi dire d'autre. Moi, je faisais que mon boulot. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'étais super énervée.
j'étais vraiment très énervée. Et j'avais cette frustration qui croissait. Je fais partie du même parti politique que le président qui diffuse cette désinformation. Et il y avait des travailleurs, des milliers de travailleurs en Géorgie et ailleurs, qui avaient fait du super boulot sous pression après 2016 pour faire en sorte que ces élections soient justes. Alors il y a toujours des problèmes avec toutes les élections, en effet, parce que ce sont des êtres humains qui les organisent, on est faillible, mais on avait fait tellement de boulot au préalable pour faire en sorte que ces problèmes mineurs n'affectent pas le résultat final. Ils affectent tant les voix des républicains que celles des démocrates. Mais c'était assez difficile à comprendre, c'était difficile à encaisser. Moi, j'aurais pas dû être dans cette situation-là. Maintenant, est-ce le destin, la chance, la malchance, Dieu qui a fait que le sénateur Raffensperger et moi-même, on était dans cette position-là? Bon, ben, je l'ai été. Et pour moi, c'est toujours extrêmement bizarre. Merci. Alors, dans de nombreux entretiens, vous dites que la démocratie américaine a souffert, mais qu'elle a résisté. Ma question, c'est à quel prix? À quel prix pour la démocratie américaine et à quel prix pour le système fédéral? Bah, si vous regardez les choses, l'adversité, c'est ce qui vous structure, c'est ce qui muscle la démocratie. Si les choses sont toujours faciles, s'il n'y a pas d'attaque contre la démocratie, elle est bien plus fragile. Si vous construisez vos institutions, que vous créez des sauvegardes, des garanties, si vous faites en sorte que les gens y travaillent, elle devient résiliente. Si elle était toujours là et qu'elle fonctionnait sans question, bah, ce ne serait pas très sain d'une certaine manière. Alors oui, c'était horrible de passer par là. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui vont devoir adopter des lois. On va se rendre compte que les gens qui s'occupent des élections espèrent deux choses, des grands taux de participation et des bonnes marges, ce qui permet de faire en sorte que vous avez autant de personnes qui participent à la démocratie que possible, et que s'il y a des problèmes, eh bien, ils sont légèrement dissimulés. Alors, il y a un certain nombre de gens dans mon parti, chez les Républicains, qui n'aiment pas avoir de fort taux de participation, mais moi, je pense que c'est mieux que les choses soient ainsi. Alors, pour en venir maintenant à la question la plus vaste, la démocratie en transition, vous avez parlé d'étendre le modèle de la démocratie occidentale. Mais ce que l'on voit maintenant, c'est plus tellement une transition vers la démocratie, peut-être une transition à l'intérieur de la démocratie. Il y a deux transitions que vous avez évoquées. D'abord, vous avez dit qu'il y a une érosion de la confiance, qui est un phénomène à grande échelle. Ce qu'on a vu se produire aux États-Unis depuis quelques années, c'est une perte de confiance à l'égard de la démocratie des deux côtés. Les deux partis ont contesté les résultats de diverses élections, pour des raisons diverses. Alors, je sais que ce que je vais vous dire maintenant ne va peut-être pas vous plaire en tant que républicain. Non, moi, j'ai pas de problème à vous dire que vous avez tort. Bon, très bien. Non, mais je vais vous dire... ce que je voudrais dire, c'est que ce que nous voyons, c'est un effondrement intérieur des démocraties, pas seulement aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays. Je pense à la Hongrie, je pense à la Turquie, le Brésil aussi, certes. Et en Grande-Bretagne aussi, on voit avec le gouvernement de Boris Johnson, on voit des attaques contre les tribunaux, une réduction une attaque des droits à manifester. Donc on voit ces phénomènes se produire dans un grand nombre de pays, pas seulement aux États-Unis. Et la question qui va peut-être vous déplaire est la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de charcutage électoral par le Parti républicain? Alors, par exemple, Orban l'a fait en Hongrie aussi. Il a aussi repris cette idée. Mais vous avez aussi des législations qui peuvent biaiser les résultats des élections très durablement, pour faire en sorte aussi que les gens qui sont au pouvoir restent au pouvoir. Donc le problème, c'est que si on le fait par des moyens démocratiques formels, on sape un peu la légitimité du processus électoral.
Alors, c'est vrai, vous avez raison, ça se fait de part et d'autre, des deux côtés, mais la différence, c'est que Stacey Abrams, elle dit « allez voter », alors que l'autre parti dit ne vous occupez même pas d'aller voter, votre vote ne compte pas. Est-ce que ça ne fait pas une grosse différence en démocratie? Mais si, bien sûr, ça fait une différence. Et moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai dit à mes amis républicains. Mais pour ce qui est du charcutage électoral, il y a eu des exemples au Massachusetts, et ça vient du nom d'un homme politique du Massachusetts qui s'appelait Jerry. Mais en Géorgie, les républicains ont été, en 2010, chargés de redessiner les circonscriptions. C'est la seule fois en 40 ans que cette carte a passé devant tous les contrôles constitutionnels, etc. Alors que les cartes dressées par les démocrates, les découpages des circonscriptions, on a toujours considéré qu'ils violaient certaines dispositions. Alors, dans les années 90, il y avait des coalitions entre les Noirs et les Républicains parce que les démocrates blancs disaient « Moi, je veux 30% de Noirs dans ma circonscription, mais je ne veux pas qu'il y ait suffisamment de Noirs pour qu'ils gagnent. » Et donc, pendant des années, c'est ce qui s'est fait dans les années 90. On redessinait les circonscriptions électorales avec ces principes, mais ce qui fait qu'on a finalement des districts avec beaucoup de démocrates et ensuite des districts républicains. Mais il y a eu des changements géographiques aux États-Unis, parce qu'avant, ces populations étaient mélangées. Et maintenant, les démocrates ont tendance à vivre dans des zones urbaines très denses. Donc, ce sont des changements démocratiques qui a reflété le dernier recensement aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, oui. Mais en Géorgie, et moi je viens de Géorgie, on a toujours été un État avec une population de Noirs américains très élevée. Il y a plus de Noirs américains en Géorgie que dans tout autre État américain. Et donc, il est difficile, sans modification de circonscription, de prévoir une circonscription qui permet la victoire d'un démocrate. Donc ça aussi, c'est très difficile de redessiner les circonscriptions de façon équitable. Ce qu'ont dit les républicains, c'est qu'on va garder ces communautés qui nous intéressent en les gardant compactes. Il est très difficile de parler de charcutage électoral partisan dans ce cas. Alors, mon problème, c'est que l'être humain, alors peut-être à l'exception des Suisses, mais ont tous leurs propres convictions, ils sont d'un parti ou d'un autre. En Ohio, il y a eu des circonscriptions qui étaient redessinées par une commission neutre, mais c'est toujours contesté. Et le problème, c'est qu'on est toujours influencé par ses convictions. En Californie et à New York, il y a plus d'électeurs républicains que de sièges au Congrès. Mais en termes de structure, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des manières maintenant. Mais il y a une autre menace de mon point de vue, c'est de fédéraliser les élections et de dire « vous devez faire les choses de cette manière-là ». Moi, je voudrais préserver notre système fédéral. Et je pense qu'il faut davantage se concentrer sur l'aspect local, comme je le disais tout à l'heure. Si c'est l'aspect fédéral qui s'impose, c'est dangereux aux États-Unis pour la démocratie. Merci. Je ne sais pas s'il y a des citoyens suisses dans la salle qui aimeraient réagir. Si vous souhaitez poser des questions en français ou en anglais, vous avez simplement besoin d'un microphone. Oui, je vous en prie. J'aimerais parler en français si possible, si vous pouvez traduire pour monsieur. Il y a la traduction. Alors, la chose, c'est que vous avez très bien, monsieur Sterling, expliqué pour nous en détail sur les élections de 2020. Et mon intervention concerne la signification de démocratie pour les Américains. Le recteur nous a parlé d'information, un mot extrêmement important. Madame Marie-Laure nous a parlé de démocratie internationale et transnationale.
très importante, en tout cas pour les autres. Madame Righetti a parlé de la colonne vertébrale de démocratie qui est droit de vote. J'ajouterais, vous avez dit que la colonne vertébrale est peut-être le muscle, c'est diversité. Tandis que pour moi, la grande information est la colonne vertébrale de la démocratie. Si vous voulez que votre peuple sache à qui il vote et pourquoi il vote, il doit être informé. Aux États-Unis, la majorité des gens, d'après les Américains eux-mêmes, ne sont pas informés de ce que leur gouvernement fait dans le monde entier. 2% des Américains lisent le New York Times. 2%. Un excellent journal. D'autre part, le CIA Est-ce qu'on peut aller à votre question, madame? Excusez-moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient intervenir. Le CIA américain dépense l'immense majorité de son budget pour influencer les autres peuples. Est-ce que la démocratie pour l'Amérique, c'est le coup d'État qu'ils ont fait en 1953 en Iran, ce qu'ils ont fait au Soudan juste avant 9/11, qui a abouti à l'action de 9/11. Ils sont allés bombarder la maison de pharmacie. Je crois qu'on a compris votre propos, madame. On parle, si vous permettez. C'est très important, ça. Non, je suis d'accord avec vous. On parle de valeurs démocratiques pour la qualité du débat. Si vous me permettez, il y a d'autres personnes qui aimeraient poser des questions. On a un temps limité. Permettez à d'autres de pouvoir aussi poser leurs questions. Que monsieur nous dise qu'est-ce que cette démocratie I get the basics of your question. Je crois que j'ai compris. Basis of what you're trying to say. Je crois que j'ai compris ce que vous entendez. I can't force people. D'abord, moi, je ne peux pas forcer qui que ce soit à lire le New York Times. Et deuxièmement, je ne vais pas non plus leur donner mes propres idées. Les États-Unis ont commencé à intervenir à l'échelle internationale à l'époque où Theodore Roosevelt était aux affaires. Et vous ne serez sans doute pas d'accord avec moi, mais moi je pense que dans l'ensemble, les résultats de notre action dans le monde ont été plutôt positifs. Bien sûr, il y a eu des problèmes aussi. Mais nous n'avons pas... Bien sûr, quand on se mêle d'affaires dans le monde, il y a toujours des risques. Je sais qu'en Iran, en Afghanistan, tout n'a pas été irréprochable. Ça ne fait aucun doute. Mais que ce soit en Suisse, en France, en Angleterre ou en Russie, quand ils avaient encore des élections qui avaient un sens, les gens votent parce qu'ils veulent que leur vie soit meilleure. Et c'est là-dessus qu'ils veulent être informés, parce que les gens sont les experts de leur propre existence. Alors c'est vrai, le gouvernement des États-Unis a dépensé des sommes considérables pour son armée. Certes, tout cela c'est vrai, mais dans tous les cas, personne n'est jamais le méchant dans son propre récit. Tout ce qu'ils font, ils le font pour ce qu'ils estiment être de bonnes raisons. Alors on peut parler de raisons égoïstes, etc. Mais ça c'est un problème qu'on a dans le monde entier. Depuis 70 ans, dans tous les films, à la télévision, les hommes d'affaires sont des méchants, alors que moi je crois que la plupart des entrepreneurs ne font pas des choses malhonnêtes ou mauvaises, mais on veut croire aux conspirations, on veut croire aux histoires de bons et de méchants. Alors est-ce qu'il y a eu des activités déstabilisantes? Oui, probablement. Mais en fait, on regarde toujours, vous savez, quand on regarde dans le rétroviseur, on est toujours bien informé. Le problème que l'on a aux États-Unis, ce n'est pas tellement le manque d'information, c'est la désinformation qui vient renforcer des choses que les gens croient. Et c'est cela que je trouve particulièrement préoccupant. Moi, j'aimerais bien que les choses se passent mieux, mais c'est très difficile. Les gens sont concentrés sur leur vie quotidienne. Et encore une fois, j'en reviens à l'idée que la démocratie, ce n'est pas une chose facile, parce qu'on a tous beaucoup de choses à faire, on est tous occupés à notre propre vie. C'est pour ça que je dis que la démocratie, le gouvernement, ça doit être ennuyeux. Ça demande
Mais c'est une tâche extrêmement difficile. Nous sommes actuellement dans une crise sur le développement et le fonctionnement de la démocratie dans le monde. Je ne sais pas si ça a vraiment répondu à vos questions. Les questions au premier rang. S'il vous plaît, madame, la démocratie, c'est aussi le respect des opinions des autres. Permettez aussi de les poser. Il y a des questions là, s'il vous plaît. Micro. Ah, voilà, pardon, madame, puisque... Bonjour, oui, ça fonctionne. OK. So I'm going to ask it directly to you in English. Je vais vous poser une question directement en anglais. J'ai étudié les élections de 2020 à l'école et j'ai écrit un article à ce sujet qui concerne la manipulation dans les discours des deux candidats. Et je voudrais vous demander comment nous pouvons préserver, sauver, conserver la démocratie dans un pays, et je ne pense pas seulement aux États-Unis, ça vaut aussi pour la France, quand il n'y a que deux partis principaux, deux grands partis qui sont représentés par une personne aux yeux du public, dont le seul objectif est d'être élu. Vous avez dit qu'il faut l'emporter dans un État, il faut l'emporter dans le vote, mais il s'agit simplement de gagner. Il ne s'agit même pas tellement d'avoir un programme sur la façon dont on va gérer le pays, dont on va faire fonctionner les choses. Donc ma question est la suivante. Comment pensez-vous que nous pouvons sauver la démocratie dans un pays où il y a deux grands partis et où on ne pense pas vraiment à qui va vraiment aider le pays? Autre question? Vous avez dit que vous aviez résisté du fait de votre appartenance de parti, en défendant les valeurs de votre parti. Alors ma question est, pourquoi y a-t-il si peu de membres du Congrès à Washington, à quelques exceptions, pourquoi sont-ils si rares à faire comme vous, à dénoncer publiquement le grand mensonge? Alors, je vais commencer par la première question posée. Alors, bon, j'ai dit que c'est simple, mais c'était une boutade. Évidemment que ce n'est pas simple. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un système à deux partis parce qu'on a un type d'élection de ce genre. Il y a deux façons de faire des coalitions. Dans un système parlementaire, il peut y avoir des personnes qui reflètent vraiment vos valeurs et qui nouent une coalition avec quelqu'un d'autre. Et ça se fait après l'élection au gouvernement. Mais dans d'autres pays, comme les États-Unis, ça se fait avant l'élection. Il y a des coalitions dans des grands partis. Donc on peut avoir des conservateurs d'un côté, quelle que soit leur tendance, et puis de l'autre côté, vous avez les socialistes, les Verts, les démocrates de centre-gauche, les autres partis, qui forcent à faire des grandes coalitions. Et ça, à mon avis, ça donne davantage de stabilité. Et ce que l'on constate depuis quelques années, c'est que la peur, la crainte sont les grands moteurs des élections, beaucoup plus que l'espoir dans l'avenir. Le problème, c'est que quand ça devient une lutte de personnes, l'une des choses que Trump avait de plus que les autres, c'est qu'il avait des années de télévision derrière lui. Il savait comment parler directement aux gens d'une façon qui rendait complètement dingue les gens de l'autre camp. Il a tout bouleversé, tout perturbé. Le problème, en 2020, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté, qui se sont mobilisés pour voter contre lui. Mais en définitive, les deux partis en présence veulent gagner. Bien sûr, je ne pense pas que mon parti puisse maintenir ce sentiment de rage, d'énervement pendant 2 à 4 ans jusqu'aux prochaines élections. Ce ne sera pas possible. Et si Donald Trump est candidat une nouvelle fois, je pense qu'il va perdre. Je veux dire pourquoi? Parce que les gens sont fatigués. Mais en 2016, il y avait Hillary Clinton et il y avait Donald Trump, les deux candidats. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de totalement biaisé avec ce système, parce que les deux personnes désignées, c'était des personnes qui pouvaient perdre contre l'autre parce qu'elles n'étaient pas populaires. Donc, c'est un problème de temps. Si on n'avait pas eu la crise sanitaire, la COVID, aux États-Unis, les choses se passaient extrêmement bien. Le taux de chômage était au plus bas, les salaires étaient bons, tout cela jusqu'au moment où il y a eu la crise sanitaire. Il a mal géré le COVID
Et c'est ça qui a donné l'ouverture aux démocrates, qui leur a permis de l'emporter. Sans cela, Trump serait toujours au pouvoir. Ça a changé radicalement la dynamique. Parce qu'un plan de bataille, c'est très bien, mais c'est quand la bataille commence que les choses évoluent. Donc là, le temps va sans doute réparer un certain nombre de choses. Maintenant, j'en viens à la deuxième question. Moi, je dirais que c'est surtout la crainte. Tout le monde veut être réélu et on a peur par rapport à cette énorme base d'électeurs républicains qui votent pour Trump. Et moi, je dis aux gens, écoutez, si vous avez vraiment peur de cela, un vrai dirigeant, un vrai leader doit être honnête face à ses électeurs. Et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de commencer par les élections locales, d'être conseiller municipal, etc. Il faut avoir l'occasion de voir les gens dans les yeux et de leur dire non, de leur dire désolé, je pense que vous avez tort. Pensez à John McCain pendant la campagne d'Obama, lorsqu'il a dit à une personne, je suis désolé, Obama n'est pas musulman, je sais qu'il n'est pas musulman, je ne veux pas que les gens commencent à répandre ce genre de mensonges. Et les gens qui mentent de cette façon peuvent avoir des victoires temporaires. Mais si on vise vraiment le long terme, je crois que l'honnêteté peut vraiment l'emporter. Et je crois qu'il y a un petit nombre de républicains qui, avec le temps, vont s'engager sur cette voie. Ce que l'on voit, c'est que juste après l'élection, 80% des républicains étaient convaincus que l'élection avait été truquée. Mais ces chiffres baissent avec le temps, parce que quand on voit le spectacle que donne Rudy Giuliani, quand on voit le président qui continue à tenir le même discours, les gens finissent par être fatigués. Et ça n'a rien à voir avec leur vie au jour le jour, où ils doivent boucler leur fin de mois, etc. Je pense que tout cela va finir par s'épuiser. Et je crois, sincèrement, dans mon cœur que cela va se produire. J'ai foi en cela, je vais tout faire pour que cela se passe. Mais encore une fois, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a des millions de gens qui soutiennent Trump et qui sont des gens bien. Et il ne faut pas diaboliser les gens qui ont voté pour lui. Parce que si on fait cela, ça ne fait qu'entretenir la colère et l'inimitié. Il faut avoir de l'empathie à l'égard des gens qui ne sont pas de notre camp. Il faut savoir écouter. Écouter, c'est essentiel pour que la démocratie fonctionne. Je me souviens que j'ai eu dans un débat 2 gens qui étaient devant moi, qui disaient « Écoutez-moi, écoutez-moi ». J'ai dit « Mais je vous écoute, simplement je ne suis pas d'accord avec vous. Écouter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Écouter, ça veut dire écouter l'autre, entendre les arguments et lui répondre. Ça ne veut pas dire penser qu'ils sont fous. » Et ça, je crois que c'est important dans toutes les démocraties. Merci beaucoup. 2 dernières questions, une de ce côté et l'autre à ma droite. Where am I looking? Oh, there you go. Okay. Is it me? Yes. C'est à moi, oui? Très bien. Alors, après les élections de 2020, un certain nombre d'États ont décidé d'adopter des lois sur les élections, notamment la Géorgie, le Texas. L'une de ces lois me perturbe beaucoup. Il s'agit d'une loi qui dit que c'est au Parlement local, au Parlement de l'État, de valider ou d'invalider les décisions du Conseil électoral du département d'État concernant les résultats électoraux ou les décisions électorales prises par des gens comme vous. Et du coup, je me demande ce que vous pensez de ces lois, si elles vont en définitive fonctionner, si c'est une bonne idée de permettre au Parlement de l'État de prendre le dessus sur les élus, sur les fonctionnaires. Bon, moi, j'ai l'impression que vous venez de chez moi, non? Pas de Géorgie, mais des États-Unis, oui. De quel État? La Californie. Mais où êtes-vous né? En Virginie occidentale, hein, là où il y a des belles baraques. Alors, souvenez-vous, la désinformation, la mésinformation, c'est quelque chose de dangereux. Votre description de la loi adoptée en Géorgie ne correspond pas à la réalité. C'est ce que disent les gens qui disent les parlements peuvent intervenir et rejeter les résultats. C'est quelque chose que le secrétaire d'État a demandé dès lors qu'il avait été élu. On a des comtés qui dysfonctionnent, c'est notamment le cas du comté de Fulton. On a organisé une conférence de presse en juin. On a regardé ce qui s'était passé en 1993, 2000, 2005, 2010, 2012, etc. On voyait des échecs électoraux, échec électoral après échec électoral. Il y avait eu des problèmes.
Alors, il s'agissait de permettre au secrétaire d'État d'intervenir pour résoudre les problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit, si un comté fait défaut, le Conseil peut nommer 3 enquêteurs. Une personne nommée par le secrétaire d'État et un représentant des Républicains, un représentant des démocrates pour voir si les règles ont été enfreintes. Le comté de Fulton, c'est un comté démocrate. Ils ont perdu des votes par correspondance. C'est un comté démocrate qui l'a fait. Les secrétaires d'État, les républicains n'ont rien à voir avec là-dedans, n'ont rien à voir avec ça. Il s'agit juste d'un comté qui est mal géré. Et nous, on veut pouvoir intervenir. Donc 3 personnes qui enquêtent, 30 jours au minimum avant de publier un rapport. Et c'est ce qu'ils font dans le comté de Fulton. Dans l'intervalle, ce qu'ils peuvent faire, c'est commencer à essayer de résoudre les problèmes. Ils peuvent nommer quelqu'un pour une période de 9 mois. Dans l'intervalle, le comté peut faire appel de cette décision dans un tribunal de 2e instance au niveau du comté de Fulton. La procédure a été lancée le mois dernier. Ce qui veut dire que le représentant des Républicains ne sera pas là au moment des élections. Au moment de la certification, au titre de droit de l'État, il faut 10 jours. Mais les gens disent ce qui se passe, c'est terrible. Moi, je pense que si on utilise des outils tels que ceux-là, de manière irresponsable, les gens vont s'en rendre compte. L'autre inquiétude, c'est que à ce moment-là, ce sera trop tard. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le faire dans le temps imparti pour pouvoir rejeter des résultats. Et je ne pense pas qu'ils invalideraient les résultats. Ils verraient si les scrutins se sont déroulés correctement. L'un des problèmes que nous avons eus par rapport à la dernière fois, c'est qu'il n'y avait pas de chaîne de certification pour les bulletins dans le comté de Fulton. Et que du coup, il faut rejeter les bulletins de 33 000 personnes. Non, c'est pas parce qu'une personne a fait une erreur qu'on doit tout invalider. Donc les gens décrivent la loi telle que vous le faites, ils font peur aux gens. Moi, je pense pas que ça arrive dans la vraie vie. C'est une manière de demander au comté de mieux faire les choses. C'est la carotte et le bâton. Or là, c'est le bâton. Le comté de Fulton, si on les laisse tranquilles, ils perdront encore plus de bulletins démocrates qu'autre chose. Une dernière question ? Oui, merci d'être ici parmi nous. J'avais une question assez similaire. Il s'agit des lois électorales du Texas et de la Géorgie. Vous vous êtes élevé pour la démocratie au cours des élections de 2020. Je ne sais pas, à mon sens, ça vaudrait la peine de vous élever pour la démocratie en critiquant le découpage des circonscriptions. Je le fais, on l'a vu en Géorgie souvent, c'est les démocrates qui l'ont fait, on est allé devant les tribunaux et on a gagné, ça n'a pas été fait par les républicains. Bon, la Géorgie voulait adopter une voie électorale parce qu'on avait un nouveau système électoral et parce qu'il y avait la Covid, ce qui nous a permis d'apprendre 2 choses. Alors, certains critiquent cela comme une purge des registres. Nous, on a mis un délai pour les votes par correspondance qui est fixé à 11 jours avant l'élection. Et les gens disent on empêche les gens de voter, c'est le contraire. En réalité, ce qu'on a vu, c'est qu'au moment de demander un bulletin par correspondance, 92% des voix étaient déposées si on fixait un délai à 10 jours. Avec ces 11 jours, on protège le droit de vote des gens qui pensent qu'un bulletin va leur parvenir et qu'il ne leur parvient pas. On a dit que les démocrates et les républicains veulent gagner la bataille. Alors, ce qu'ont fait les démocrates, avant que quoi que ce soit adopté en Géorgie, c'est qu'ils ont acheté un site web Stop Jim Crow 2. Peu importe le résultat, ils voulaient juste critiquer le système, parce que c'est bien pour lever des fonds.
Alors, il y a des choses que j'aime pas avec cette loi. Ils ont limité un certain nombre de choses. Je me suis élevée pour critiquer ce que je n'aime pas dans cette loi. Mais il ne s'agit pas d'une purge des registres électoraux. On a 17 jours pour le vote anticipé. On a un enregistrement automatique des gens qui demandent un permis de conduire en Géorgie, à moins qu'expressément ils n'en fassent pas la demande. On a le plus fort taux de participation des Afro-Américains aux États-Unis. On a 11 jours pour les votes anticipés. C'est dur de ne pas voter dans mon État. Si vous souhaitez voter, les gens nous critiquent, on dit de nous qu'on est des racistes. C'est ce que les gens disent. Or, cette politique identitaire va mettre en danger la démocratie. On monte les gens les uns contre les autres. C'est la même chose avec la purge des registres électoraux. Alors oui, je commence à m'énerver et je m'en excuse. C'est difficile pour moi de regarder ça et de voir un côté Stacey Abrams qui est traitée de héroïne, de Donald Trump qui est traité de méchant alors qu'ils font des choses similaires. Si vous faites un sondage, 50% des électeurs pensent encore que les Russes sont intervenus pour faire gagner Donald Trump. Il faut que les gens arrêtent d'écouter ces âneries qu'on trouve sur Twitter. Dernière question de la part du public. Go ahead. Yeah. I can hear you, but they can't hear you through the mic, so I don't know what's going on. There you go. You're on. Ah, OK. Alors, merci beaucoup. Merci d'être intervenu. C'était très intéressant de suivre votre conférence de ce soir. Moi, j'aurais une question un petit peu provocante. C'est quelque chose que vous avez déjà mentionné. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société américaine, il y a de l'autocritique par rapport au fait qu'on ait permis ces dernières années aux meilleurs candidats des deux partis. Bon, vous avez mentionné Donald Trump d'un côté et Hillary Clinton de l'autre. Est-ce que l'on réfléchit au pourquoi ces deux partis historiques, dans un si grand pays, avec une si grande histoire de la démocratie, bien, ont vu dans la meilleure option, ont vu ça comme une meilleure option. Des fois, on se demande pourquoi on arrive à de tels résultats. Bon, c'est pas vraiment une question provocante, c'est le genre de discussion tout à fait normale qu'on a quand on boit une bière avec des copains. Quiconque se réveille et dit « je veux être président des États-Unis » est pas tout à fait sain d'esprit, il faut le dire. C'est une quantité de pouvoir incommensurable qui doit être utilisée de manière responsable. C'est difficile, le processus est compliqué. C'est souvent une question de chance, de malchance, d'argent. Il y a toutes ces choses qui font que les gens sont en position d'y arriver. L'un des problèmes que l'on a aux États-Unis, c'est que Donald Trump a gagné la primaire en Géorgie en 2016. Moi, j'étais pour Marco Rubio. Ma circonscription a voté pour Marco Rubio et pas pour Trump. 61% des gens n'ont toutefois pas voté pour lui. La manière dont on alloue les délégués compense cela. En effet, les démocrates et les républicains veulent un candidat plus vite. Ils pensent qu'en ayant un candidat plus vite, ils pourront attaquer leur rival plus vite. Donc on a un système qui structurellement encourage le fait d'aboutir à un candidat plus rapidement, mais ça fait qu'on a des candidats avec un soutien minoritaire. C'est structurel. Moi, je ne suis pas universitaire, je ne sais pas comment faire en sorte qu'on n'ait pas un tel système, mais voilà le système tel qu'il est à l'heure actuelle. Passons peut-être maintenant aux questions des participants qui nous suivent en ligne. L'État de Genève co-organise cette semaine de la démocratie. Valérie est représentante de la chancellerie. Alors, que demandent les gens en ligne? Merci Frédéric. Nous avons reçu pas mal de questions. Certaines ont déjà
obtenu une réponse. Alors, que faire pour que le Parti républicain ne soit plus le parti de Trump? Ça ne viendra pas du projet Lincoln, je peux vous le dire. Je crois qu'ils ont déjà parlé de certains des défauts, des problèmes du président. Alors d'où ça va venir, cette réforme, à long terme? De la base. Il faut que les gens de la base comprennent qu'il n'y a pas de sauveur. Mais je pense que ça va exiger qu'il y ait des personnalités qui apparaissent, des personnalités qui puissent faire face à Trump. L'une des choses que Trump a fait, c'est qu'il a réussi à s'imposer comme un personnage unique, et puis surtout, les médias l'adoraient. Les médias l'adoraient parce qu'il faisait de l'audience. Parce qu'on ne savait jamais ce qu'il allait dire, parce qu'il surprenait tout le monde. Donc c'était un client en or pour les médias. Et les médias sont une des raisons de la place de Trump aujourd'hui. Donc ça, il faut en être bien conscient. Et il faut que ce soit aussi des gens qui sachent utiliser les médias, les réseaux sociaux pour faire face à Trump. Mais il faut qu'ils soient pour quelque chose. Moi, j'en ai marre de gens qui sont contre quelque chose. On a besoin de gens qui soient pour un gouvernement efficace, qui soient pour que les choses marchent bien, qui soient pour qu'on puisse réaliser ses rêves. Comme je l'ai dit, on vit à une époque où il y a des possibilités extraordinaires, des capacités extraordinaires de faire ce qu'on veut de sa vie. Pendant toute l'histoire de l'humanité, c'était la loi de la jungle, c'était le plus fort qui gagnait, c'est tout. Il y a eu Athènes, il y a eu la Rome antique, il y a eu des civilisations. Et même ici, en Europe, en Suisse. Mais maintenant, l'Amérique est un pays jeune, mais c'est une démocratie déjà ancienne. Et il y a des choses extrêmement positives. Moi, je pense que nous allons trouver une issue. Il y a toujours une issue. Moi, je ne peux pas exactement donner une solution, mais on a besoin de quelqu'un qui a une personnalité, qui peut rassembler les gens, qui a des idéaux, qui est pour quelque chose, qui comprend bien comment fonctionne le gouvernement monde et qui puisse être honnête. Le problème, c'est que les gens savaient que Trump exagérait, disait des choses excessives, etc. Et on se dit, mais pourquoi ces gens, pourquoi est-il aussi écouté? En fait, pour eux, ce qui comptait, c'était que leur vie allait s'améliorer avec Trump. Alors c'est très difficile de combattre ce genre de choses. Alors il y a des gens qui se sentent menacés quand on critique, par exemple, l'immigration, etc. Quand on donne des boucs émissaires, ça marche toujours bien auprès de l'électorat. Moi, je crois que l'Amérique est un pays généreux, c'est un pays au grand cœur, et le pays est si riche qu'on finit par avoir des débats absurdes sur l'identité des hommes et des femmes, etc. Il devrait y avoir la possibilité pour chacun de vivre la vie qu'il veut vivre. Il devrait y avoir la possibilité pour chacun de réaliser tout ce qu'il veut faire, parce que les possibilités qui existent sont extraordinaires. Alors que l'on cherche toujours le conflit, on cherche toujours la menace. Et s'il n'y a pas de menace réelle, eh bien, c'est comme s'il y avait un vide dans notre esprit, alors on crée des menaces imaginaires. Je crois qu'il faut qu'on trouve des façons de mieux comprendre ces phénomènes, de savoir qu'on a toujours tendance à chercher des menaces quand il n'y a pas de menaces réelles. Il faut être plus serein, plus optimiste dans l'avenir. Et tout ça, ça exige un travail. Et la démocratie exige un travail constant. Lorsque j'ai commencé, moi, à travailler dans ce domaine, je ne peux pas dire que je comprenais vraiment les élections. Je faisais mon travail. Et j'ai toujours pensé que les élections sont des choses, c'est quelque chose de facile. Mais en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes dans un pays qui doivent travailler pour que ces élections se déroulent. Et toutes ces gens, toutes ces personnes doivent être convaincues qu'elles font quelque chose d'important pour leur ville, leur canton, leur région, leur pays. Ça, c'est quelque chose que nous devons accepter. Nous devons considérer que c'est un travail, que c'est quelque chose d'important. Et
Il faut cesser d'attaquer les gens. La plupart des gens, moi j'en suis convaincu, sont fondamentalement bons. Et il faut leur donner la possibilité de s'épanouir, de s'écouter les uns les autres. Pour moi, c'est la base de tout et de la démocratie. Alors je suis peut-être trop optimiste, c'est souvent une tendance chez les Américains. Et une chose que je n'ai pas dite dans mon discours, Winston Churchill a dit que les Américains feront toujours la bonne chose après avoir épuisé toutes les autres options. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu avec cette citation à votre question. Merci. Merci beaucoup, Gabriel Sterling. Le thème de cette conférence était « Comment sauvegarder la démocratie ?» Alors la réponse, c'est peut-être en organisant des moments démocratiques comme aujourd'hui pour parler de la vie de la démocratie, des valeurs démocratiques et pour revenir aux éléments fondamentaux, à la racine de ce que signifie la démocratie et ce que signifie aussi un système électoral, des élections. Alors merci beaucoup, Gabriel Sterling, de votre temps, de votre énergie, l'énergie que vous mettez à promouvoir et à défendre la démocratie et la démocratie américaine. Merci beaucoup. So in the name of the University of Geneva, the graduate... Au nom de l'Université de Genève, de l'IHEID, entre autres, merci beaucoup pour cet événement. J'espère que pour notre communauté d'universitaires, d'étudiants, pour le public, bien cette conférence fera date et permettra de voir comment le processus démocratique peut fonctionner et comment il peut parfois se heurter à des difficultés. Autre moment démocratique, ce jeudi 7 octobre, il s'agira d'étudier la question de l'intelligence artificielle dans la démocratie, l'intelligence artificielle et ce qui fait notre vie démocratique quelque chose de si passionnant. Revenez dans cette même salle à 18h30 pour une conférence et une table ronde avec des universitaires tant de l'université que de l'IHEID. Merci à tous pour ce moment de démocratie.